Antilles, terre de chaînes et de courage, de l'esclavage à la liberté. Écoute, le vent qui souffle sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane. Ce vent transporte encore les murmures du passé. Les chants des esclaves dans les champs. Les battements de tambours des marrons cachés dans la forêt. Les voix des femmes qui criaient la nuit, les mains couvertes de sucre et de sel. Nos îles qu'on croit paisibles aujourd'hui ont été le théâtre de l'un des plus grands crimes de l'histoire humaine. Mais elles ont aussi été le berceau d'une renaissance extraordinaire. De la douleur est née une culture, une langue, une identité. De la servitude est née la fierté d'être entier. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage. Un voyage à travers le temps, à travers la mer, à travers la mémoire. Pour comprendre non seulement ce que nous avons perdu, mais aussi ce que nous avons construit, notre dignité. Dans cette première partie, nous allons voir les origines, quand l'Europe découvre et asservit le nouveau monde. Une statue de Colbert, ministre du roi, aspergée de peinture rouge. Un geste fort, un symbole. Colbert, c'est celui qui a fait rédiger le Code noir, le texte qui a codifié l'esclavage dans les colonies françaises. Mais pour comprendre comment un tel système a pu exister, il faut remonter bien plus loin. Tout commence en 1492. Cette année-là, Christophe Colomb atteint les Antilles, croyant avoir trouvé une route vers l'Asie. Il débarque sur des îles habitées depuis des siècles par des peuples libres, les Arawaks, les Tanos et les Caraïbes. Ces peuples vivent de pêche, d'agriculture et d'échanges entre îles. Mais les Espagnols viennent avec une autre idée, celle de la conquête et du profit. Les populations locales sont contraintes de travailler sous la loi de l'encomienda. Les colons reçoivent des terres et les habitants qui y vivent. En quelques décennies, les Amérindiens disparaissent presque entièrement, victimes de maladies, de massacres et du travail forcé, de maladies emmenées par les colons. Face à cette tragédie, un homme, Bartolomé de Las Casas, s'élève contre la cruauté des colons. Il plaide pour la fin de l'esclavage des Amérindiens, mais cette victoire morale ouvre la porte à une autre tragédie. Les Européens se tournent vers l'Afrique pour trouver une nouvelle main-d'œuvre. En 1455, bien avant Colomb, une bulle du pape Nicolas V, appelée Romanus Pontifex, autorise le Portugal à réduire en esclavage les peuples non chrétiens. Ce texte religieux devient la base légale de la traite des Noirs. L'Afrique devient un immense réservoir d'êtres humains à vendre. Les royaumes européens, Espagne, Portugal, France, Angleterre, Hollande, entrent dans une compétition féroce pour contrôler ce commerce. Et au centre de ce système, une nouvelle organisation économique voit le jour, le commerce triangulaire. Les navires partent d'Europe chargés de marchandises, armes, tissus, alcool, perles. Ils accostent sur les côtes africaines pour troquer ces produits contre des captifs. Ces captifs, arrachés à leurs terres, sont vendus, marqués, offerts, entassés dans des cales sombres, direction les Antilles et les Amériques. La Guadeloupe, la Martinique et plus tard la Guyane deviennent des pièces maîtresses du commerce colonial. Ces îles sont fertiles, stratégiques, parfaites pour la culture de la canne à sucre. Mais derrière le sucre, derrière la richesse, il y a une vérité. Ce sont des millions de vies brisées. La traite devient le plus grand déplacement forcé de l'histoire humaine. Un commerce d'êtres humains à l'échelle industrielle, où chaque mort est remplacé par un autre captif comme une simple ligne dans un registre. Dans cette partie 2, nous allons voir la traversée et les machines du commerce triangulaire. Les navires négriers quittent les grands ports d'Europe, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Liverpool, Amsterdam. Ils partent chargés de marchandises, mais c'est au retour qu'ils rapportent les vraies richesses. Sucre, café, indigo, coton, cacao, rhum. Ces produits issus du sang et de la souffrance font tourner les économies européennes. Sur les côtes africaines, le commerce des êtres humains devient une routine. Des rois africains, menacés ou séduits par le pouvoir européen, participent à ce système. Ils livrent des captifs en échange d'armes, de chevaux ou de tissus. Les captifs sont regroupés dans des forts, enfermés, marqués, numérotés. Certains attendent des semaines dans des cages avant d'être embarqués. Le passage du milieu, la traversée de l'Atlantique est un enfer. Les captifs sont entassés dans les cales, enchaînés, couchés tête bêche pour économiser de la place. La chaleur est insoutenable, l'air irrespirable, les cris, les gémissements, les prières résonnent dans l'obscurité. Les maladies se propagent, les femmes sont violées, les hommes battus, les enfants meurent dans les bras de leur mère. Chaque traversée est un tombeau flottant. Sur 12 millions d'Africains déportés, près de 2 millions périssent en mer. Lorsqu'ils arrivent enfin dans les Antilles, les survivants sont lavés, rasés, huilés. Ils sont présentés sur le marché comme des bêtes. Les colons inspectent leurs dents, leurs muscles, leur peau. Les meilleures pièces sont vendues aux plus riches planteurs. Les autres sont cédés à bas prix, souvent malades ou affaiblis. Les Antilles françaises deviennent les joyaux de la couronne. La Guadeloupe et la Martinique produisent du sucre pour toute l'Europe. La Guyane, moins développée, sert de base d'appoint et de colonie pénitentiaire. Mais dans toutes ces terres, une même réalité règne. Le travail forcé, la terreur, la privation totale de liberté. Pour encadrer tout cela, le roi Louis XVI promulgue le Code noir. Ce texte fixe les statuts d'esclavage, il autorise les châtiments corporels, les mutilations et la vente d'êtres humains. Il interdit le mariage mixte et impose le baptême catholique. Sous prétexte de civilisation, il transforme l'humiliation en loi et la servitude en système. Le Code noir, en réalité, ne protège personne. Il organise la domination. Et derrière ces articles, une vérité simple. L'esclavage n'a pas de droits, seulement des devoirs. Dans cette partie 3, les plantations en fait résistance et naissance d'une culture. Dans les plantations de canne à sucre appelées habitations, la vie est rythmée par la douleur. Les esclaves se lèvent avant l'aube, travaillent toute la journée sous un soleil de plomb et ne rentrent que la nuit épuisés. Les femmes enceintes travaillent jusqu'à la veille de leur accouchement. Les enfants sont mis au travail dès qu'ils peuvent marcher. Les vieux meurent dans l'indifférence. Le fouet, les chaînes
les mutilations sont monnaie courante. Certains maîtres marquent leurs esclaves au fer rouge avec leurs initiales. Les esclaves sont considérés comme des biens meubles et au même titre qu'un cheval ou une charrue. Et pourtant, au cœur de cette souffrance, une flamme ne s'éteint jamais, celle de la résistance. Dans les montagnes, les forêts, les rivières, certains fuient. Ils deviennent des marrons, des hommes et des femmes libres. Ils créent des villages cachés, cultivent la terre, vivent en communauté. En Guyane, les marrons s'enfoncent dans la forêt, échappent aux soldats français. En Guadeloupe et en Martinique, ils deviennent les légendes et symboles de courage. Mais la résistance ne se limite pas à la fuite. Elle vit dans la musique, dans les danses, dans les contes, les rites. Les tambours africains se mêlent aux chants des églises. Les dieux d'Afrique prennent le visage de saints chrétiens. C'est ainsi qu'est née la culture créole, un mélange de racines africaines, européennes et amérindiennes. De cette fusion naît une identité nouvelle, forte et indescriptible. Malgré la souffrance, les esclaves ne cessent jamais d'espérer la liberté. Et un jour, cette espérance va prendre feu. Dans cette partie 4, on va voir les révoltes, les abolitions et la lente marche vers la liberté. La première grande flamme éclate à Saint-Domingue en 1791. Des milliers d'esclaves se soulèvent, guidés par Toussaint Louverture. Ils affrontent les troupes françaises, espagnoles et anglaises, et après 12 années de guerre, ils remportent la victoire. En 1804, Haïti devient la première république noire, indépendante. Cette victoire change à jamais la face du monde. Inspirés par Haïti, les esclaves des autres colonies rêvent eux aussi de liberté. En 1794, la France révolutionnaire abolit l'esclavage. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte le rétablit, considérant que les colonies ne peuvent pas survivre sans la main-d'œuvre servile. En Guadeloupe, la résistance s'organise autour de Louis Delgrès. Il refuse de se soumettre à l'armée napoléonienne, assiégée à Matouba. Il préfère faire sauter son fort plutôt que de se rendre. Ces dernières paroles résonnent encore. Vive libre ou mourir. La pression est terrible. Des milliers de Guadeloupéens sont tués. En Martinique, l'esclavage continue jusqu'en 1848. En Guyane, la situation est plus complexe. Les révoltes sont rares, mais la résistance existe, notamment dans les villages marrons. En 1848, enfin, sous la Deuxième République, la France abolit définitivement l'esclavage grâce à Victor Schœlcher, mais cette liberté était complète. Les maîtres reçoivent les indemnisations financières, les anciens esclaves, eux, ne reçoivent rien. Aucune terre, aucune aide, aucune réparation. Les inégalités persistent, les hiérarchies raciales demeurent, la liberté juridique n'efface pas la domination économique et pourtant, malgré tout, une nouvelle génération d'hommes et de femmes libres émerge. Ils reconstruisent, cultivent, transmettent, les Antilles se relèvent, lentement portés par la mémoire et la dignité. Cette partie 5, mémoire, héritage et renaissance des Antilles. Les siècles passent, mais la mémoire reste. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, chaque lieu raconte une histoire. Les noms des plantations, des familles, des rivières, tout rappelle l'époque d'esclavage. Mais ces terres ne sont pas que des lieux de douleur, ce sont aussi des lieux de renaissance. Les musiques, les danses, les carnavals, les contes, les croyances sont nés de ces périodes. Ils témoignent de la force d'un peuple qui a su transformer la souffrance en culture. La langue créole, par exemple, est un symbole de résistance. Une langue inventée pour se comprendre malgré la censure. C'est la preuve que, même enchaîné, l'esprit reste libre. Aujourd'hui, les Antilles portent cet héritage avec fierté. Mais elles portent aussi les traces des inégalités héritées du passé. D'indépendance économique, chômage, exil, mémoire blessée. Et pourtant, jamais l'âme antillaise n'a été aussi vivante. Dans chaque fête, chaque prière, chaque chanson se trouve la même énergie. Celle de la survie et de la dignité. L'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane n'est pas une histoire de victimes. C'est une histoire de courage. Une histoire de peuples qui, arrachés à leurs racines, ont su en créer de nouvelles, puissantes, indestructibles. Donc, en conclusion, j'ai grandi en Guadeloupe. Et grandir là-bas, c'est grandir avec la mémoire des ancêtres, des tambours, du soleil, du sang. C'est comprendre que nos chants, nos mots, nos gestes viennent de loin. De très loin. L'esclavage a voulu briser les corps et les âmes, mais il a échoué à effacer la lumière. Cette lumière, c'est celle de nos ancêtres, leur lutte, de leur prière, de leur espoir. Connaître cette histoire, c'est un devoir, parce qu'avant de regarder vers l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Et nous venons d'un peuple qui, malgré les chaînes, n'a jamais cessé de se relever. Les Antilles ne sont pas seulement des îles, elles sont un symbole universel, celui de la liberté arrachée, du courage transmis et de la dignité retrouvée. Donc, j'espère que cette vidéo aura fait prendre conscience de qui tu es, d'où te vient cette résilience et d'où tu sors. Si tu penses qu'aujourd'hui, t'es un bon à rien, non, t'as tout pour réussir parce que d'où on vient, historiquement, on est là pour briller, on est là pour réussir. Et de temps en temps, je remettrai encore des petites vidéos comme ça sur ce sujet-là pour te remettre en président en place. Parce que nos ancêtres ont fait le début. Nous, on doit aller au bout et on doit faire ce qu'il faut pour que ceux qui viennent après nous puissent briller et que ce soit normal de briller en étant entier. Donc c'était Will du mouvement Lion Âge. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite.